Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de cette Académie InVivox, une académie un peu spéciale aujourd'hui puisqu'elle sera dédiée intégralement au retour de la mission Créadif, une mission qui avait été confiée à une équipe par le ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Olivier Véran, il y a à peu près un an de cela. Nous avons aujourd'hui le plaisir, avec Catherine Olluet, d'animer cette session au nom de tous les membres de la mission. Et on va revenir justement sur les grandes recommandations. Alors, il y a eu un certain nombre de recommandations. On a décidé d'en isoler certaines, les plus importantes selon nous. Et on va avoir le plaisir de les partager avec vous et de répondre à l'issue de cette session à toutes vos questions. Bonjour Catherine. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte de cette mission pour laquelle tu as été missionné, donc pas tout seul? Absolument, absolument. Je vais laisser une toute petite minute de plus aux derniers arrivants, puisque comme d'habitude, le temps que tout le monde se connecte, je remercie d'ailleurs absolument toutes les personnes qui sont fidèles à cette académie et qui nous suivent depuis déjà 18 mois. Ça représente à peu près 20 000 personnes qui se sont inscrites aux différents contenus qu'on propose sur cette académie. Pour répondre à cette première question, je propose de lancer tout de suite les débats. Merci Catherine de cette question. Donc, quel est le contexte? Le contexte d'il y a 2 ans est un contexte qui s'est aggravé actuellement, puisqu'on voit qu'on est passé aujourd'hui dans un état qu'on appelle de permacrise. On le voit avec la crise de la variole du singe. On le voit avec les variants BA4, BA5 du Covid. On le voit également pour ceux qui ont suivi avec des souches de polio qui ont été détectées dans les eaux usées de Londres. On le voit actuellement aussi pour ceux qui suivent les actualités en Corée du Nord avec une épidémie de typhoïde ou de choléra, on ne sait pas encore. Donc on est rentré dans un contexte de permacrise. Et la grande question que se posait le ministre des Solidarités et de la Santé, M. Olivier Véran, il y a un an de cela, c'est de réfléchir à la meilleure manière d'anticiper les prochaines urgences sanitaires. Et je crois qu'un des apprentissages de cette crise, c'est d'avoir compris qu'aujourd'hui, les populations du Nord sont aussi vulnérables. On a pris conscience de notre vulnérabilité à travers la crise de la Covid-19. Les crises qu'on croyait historiquement réservées, entre guillemets, aux pays du Sud, ces crises aujourd'hui nous touchent de plein fouet et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les membres du GIEC en qui on peut avoir quand même toute confiance, qui disent que ces crises ne vont faire que s'aggraver avec le dérèglement climatique dans les années à venir. Donc voilà, cette mission s'inscrit dans ce contexte-là sur comment tirer les enseignements de la crise du Covid, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, et comment anticiper les prochaines urgences sanitaires. Et donc, elle a été confiée à des acteurs de la société civile, comme on dit? Exactement, exactement. Alors, elle a été confiée au professeur Éric Vibert, qui est hépatologue, chirurgien hépatologue à la PHP, plus précisément à Paul Brousse, et également à moi-même en tant que fondateur de la startup InVivox, puisqu'on est spécialisé chez InVivox dans la création et de la diffusion de modules de formation. À ce duo s'est ajouté donc Catherine Olluet, qui est avec nous aujourd'hui, qui est journaliste de formation, qui a 20 ans d'expérience dans le monde de la formation. On est également allé chercher Abdelali El Badawi, qui est infirmier de formation et qui a développé le réseau associatif qui s'appelle Banlieue Santé, qui regroupe 350 associations dans les différentes banlieues de France. On a également demandé à un mathématicien et épidémiologiste, le docteur Mehdi Benchoufi à la PHP, de rejoindre cet aréopage, auquel s'est jointe également Émilie François, qui travaille au sein de l'université Paris Sciences Lettres, ainsi que Jeanne Erard, qui est médecin généraliste à Paris. Voilà, l'idée, c'était vraiment de se reposer sur des personnes qui étaient en direct avec les personnes qui souffraient du Covid ou qui en
avait souffert pour pouvoir avoir une mission qui soit la plus proche du terrain et basée véritablement sur des éléments pragmatiques. Une mission qui a été réalisée bénévolement par les personnes mentionnées, c'est assez important de le dire, et qui a consisté en de très nombreuses auditions de professionnels de santé. Absolument. C'était une mission qui a été réalisée intégralement pro bono, hein, et tu as raison, Catherine, c'est de le mentionner. Et c'est une mission, hein, donc on avait peu de temps puisqu'on avait, on avait à peu près 5 mois pour réaliser cette mission. C'est une mission qui s'est basée sur une méthodologie très particulière, et notamment sur des entretiens qualitatifs, hein, qui ont duré à peu près chacun entre 45 minutes et 1h30, avec plus de 180 professionnels de santé, acteurs de la santé, et on s'est vraiment intéressé à tout le monde et en particulier aux personnes, hein, qui étaient au plus proche des patients. On s'est beaucoup déplacé, alors déplacé dans les régions, déplacé par des réunions Zoom, hein, mais on s'est beaucoup déplacé dans les régions. On est allé interviewer des élus, on est allé interviewer les gens dans les ARS, on a essayé d'interviewer un maximum de monde, et on a aussi lancé un très grand questionnaire qui a été rempli par plus de 850 personnes, qui nous a permis d'ajouter à la partie qualitative une partie quantitative. Voilà, et donc tout ce travail a abouti à un dispositif opérationnel avec 10 grandes mesures et 53 recommandations. Vous pouvez trouver ce dispositif publié sur le site internet du ministère de la Santé, puis sur le site internet de Vie publique aussi. Je pense qu'on peut vous mettre dans la conversation les liens pour aller consulter en direct ce document. Et puis alors, le déroulement de cette session. Le déroulement va être basé sur plusieurs petites vidéos très courtes qui vont résumer 5 mesures parmi les 53 du document. Donc, la première vidéo, c'est le conseiller santé du ministre de la Santé de l'époque, donc Olivier Véran. Donc, le conseiller santé, c'est M. Norbert Nabet, qui a donc été chargé par le ministre de superviser cette mission et qui s'exprime rapidement dans le cadre de cette petite vidéo sur l'ambition, la volonté, le souhait du ministère par rapport à ce travail. On a demandé à un professionnel de santé et à un professionnel de la connaissance, en l'espèce Éric Vibert et Julien Delpech, de nous faire un rapport sur comment organiser en France un moyen de transmettre de la connaissance politique, administrative, médicale, rapide à l'ensemble des professionnels de la santé sur l'ensemble du territoire ou à une partie de ces derniers sur une partie du territoire. Voilà, donc vous voyez le rappel de l'ambition de cette mission. Nous allons donc maintenant passer en revue 5 recommandations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis ensuite nous pourrons répondre à toutes vos questions. Donc pendant les minutes qui vont venir, n'hésitez pas à écrire dans l'onglet questions et réponses en bas de votre écran vos questions, ou dans l'onglet discuter. Je vois qu'il y a déjà des commentaires, et nous y répondrons dans une vingtaine de minutes après la présentation de 5 de ces recommandations. Tout d'abord, un premier sondage par rapport au contexte qui vient de vous être exposé par Julien Delpech. Lancement du premier sondage. En tant que professionnel de la santé, estimez-vous avoir été correctement informé en 2020 et 2021 pendant la crise Covid? Voilà, donc on vous demande votre avis à vous. On a notre petite idée parce que nous avons auditionné beaucoup de professionnels au cours de cette mission, mais votre avis aujourd'hui est celui qui compte le plus. Voilà, on vous laisse encore quelques petites secondes pour y répondre. On va clôturer le sondage et c'est plutôt une bonne surprise puisque 57% d'entre vous estiment avoir été correctement informés pendant la crise Covid. Tant mieux, 43% estiment ne l'avoir pas été. Donc, il y a encore du chemin à parcourir. Alors, sans plus tarder, la première des 5 recommandations que nous allons un petit peu détailler avec vous aujourd'hui
et qui est présenté par Éric Vibert, professeur Éric Vibert de la PHP, qui a co-dirigé cette mission. Transformation de l'application Tous Anti-Covid en Tous Personnel Soignant. Voilà, ça, ce sera pour juste après. Donc, la transformation de l'application Tous Anti-Covid en Tous Personnel Soignant. L'application Tous Anti-Covid, c'est un outil numérique qui a beaucoup fait parler de lui pendant la crise sanitaire. Que veut dire, Julien, que veut dire précisément Éric Vibert par ce souhait, et pourquoi met-il en avant un outil numérique? On peut être un peu surpris que la première chose dont on parle, ce soit d'un outil numérique. Alors, je crois que ce qui est intéressant tout d'abord de noter, et je pense qu'il faut revenir un petit peu en arrière, il y a 2 ans de ça, quand cette application a été lancée, elle a été immédiatement condamnée en disant les Français ne téléchargeront jamais une application obligatoire créée par le gouvernement et tout ça. 2 ans plus tard, l'application elle est utilisée par plus de 44 millions de Français, c'est-à-dire quasiment l'intégralité de la population adulte. Donc, cette application, c'est une immense réussite. Et la question que propose, enfin, la recommandation que propose Éric Vibert, c'est de dire, voilà, le Covid, à un moment, est déjà en train de se transformer de pandémie en maladie plutôt endémique, un petit peu comme la grippe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait de ce très bel outil, et notamment des 44 millions de personnes qui l'ont déjà téléchargé? Ce que propose Éric Vibert, c'est de le scinder en deux, de transformer l'outil en, premièrement, tous patients, pour pouvoir continuer à notifier la population française, les patients, nous tous, de ce qui peut se passer au niveau de la santé. Et deuxièmement, deuxième scission, c'est de créer une application Tous professionnels de santé, donc qui sera exclusivement réservée aux professionnels de santé et qui permettra au ministère des Solidarités, de la Santé et des différents organes de pousser de l'information vers les professionnels de santé, sachant qu'il existe déjà un espace réservé aux professionnels de santé, l'espace ProSanté Connect, qui leur permettent en toute sécurité d'accéder à de l'information de qualité. Donc l'idée, voilà, d'Éric Vibert, nous qu'on a retenu et qui a été présenté au ministre et qui avait retenu son attention, c'était justement, voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette application et surtout de ne pas la laisser disparaître avec la fin du Covid. Oui, et il y a aussi un ajustement, je crois, de cette application pour permettre aussi de faire remonter de l'information, que ce ne soit pas juste de l'information descendante des autorités vers les professionnels, mais que les professionnels puissent aussi faire remonter des informations. C'est un enjeu important aussi, ça. C'est un enjeu fondamental qui est remonté pendant toutes les consultations qu'on a pu avoir pendant la durée de cette mission. C'est la capacité des professionnels de santé, notamment dans les régions, de partager avec le ministère, mais aussi avec leurs pairs, toutes les initiatives qui ont été lancées pendant la période du Covid. Donc effectivement, un très très bon point, cette application doit permettre de faire remonter de l'information. Donc, il y a un petit défi technique derrière ce point. En parlant d'outils numériques, on va lancer le deuxième sondage qui est relatif à l'usage des messageries instantanées, parce qu'on s'est aperçu de quelque chose d'assez intéressant pendant cette mission. Donc, le deuxième sondage, l'usage des messageries instantanées de type WhatsApp vous a-t-il aidé dans votre exercice au plus fort de la crise Covid ? Alors, les réponses sont très partagées. On va clôturer le sondage. Voilà, donc oui à 54%, l'usage de WhatsApp en l'occurrence, ou d'une autre messagerie instantanée vous a aidé, non pas vraiment à 46%. En tout cas, pendant les auditions, c'est quelque chose qui est revenu très très souvent, l'usage de WhatsApp. Je crois qu'il est revenu plus que souvent, Catherine, il est revenu en permanence. C'est-à-dire quand on demandait comment est-ce que vous avez continué de communiquer avec vos pairs, ou avec d'autres hôpitaux, la réponse
qui fusait systématiquement, hein, c'était l'utilisation de WhatsApp. Alors, pourquoi WhatsApp? Pour deux raisons principales. La première raison, c'est que quasiment tout le monde a WhatsApp déjà installé sur son téléphone. Donc, on utilise des choses qui fonctionnent déjà. Et puis, deuxièmement, hein, et je crois qu'il faut louer la science des Américains là-dessus, WhatsApp est un outil d'une ergonomie extraordinaire, extrêmement simple à utiliser. Je crois qu'on le voit tous dans nos familles, hein, que les plus jeunes, les plus vieux, tout le monde est sur WhatsApp, tout le monde partage des photos, des vidéos et des petits cœurs sur WhatsApp. Donc, la présence de WhatsApp, hein, et WhatsApp a été vraiment utilisé à la fois par des cliniques publiques pour communiquer avec des cliniques privées, par des directeurs d'hôpitaux pour créer des groupes entre directeurs d'hôpitaux. Elle a été aussi utilisée, hein, et c'est à noter, pour le transfert de patients, hein, d'un établissement à l'autre, notamment grâce aux messageries éphémères, avec des entorses qui ont été faites, hein, évidemment, par rapport à la confidentialité des données. Mais bon, je vous rappelle qu'on était en état de crise / état de guerre, hein, et que voilà, on peut se permettre à certains moments, quand il s'agit du bien d'un patient, de faire quelques entorses au règlement. Voilà, mais ça a été assez épatant de voir à quel point WhatsApp est revenu dans toutes les conversations. Et puis, les professionnels de santé ont fait avec les outils à disposition, voilà, pour gérer l'urgence. Une recommandation suivante est relative à l'intégration de certains relais, processus de diffusion de l'information. La mesure qui consiste à intégrer un certain nombre de relais et de partenaires au processus de diffusion de l'information et des formations flash en cas de nouvelle urgence sanitaire. Voilà, donc Julia, quelle problématique principale a-t-on pu remarquer au niveau de la diffusion de l'information et des formations flash, parce qu'on peut aussi dire que la limite est assez floue entre l'information et les formations dans ce cadre-là, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Quelle problématique a-t-on pu remarquer au niveau de la diffusion depuis les autorités sanitaires jusqu'aux professionnels de santé? Alors, ce qui nous a vraiment étonné pendant les consultations qu'on a pu mener, c'est l'éparpillement absolu des bases de données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit au sein du ministère où il y a une base de données complète de tous les professionnels de santé. Alors, c'est un point qui est en train d'être profondément transformé, hein, puisque l'Agence du numérique en santé, petit à petit, est en train de faire passer un maximum de professionnels de santé dans la base, le registre du RPPS. Donc, c'est une première intention, et d'ailleurs, ce n'est pas une intention, hein, c'est une concrétisation, puisqu'on a vu récemment l'intégralité des infirmières libérales et hospitalières passer dans cette base RPPS. Mais c'est vrai que la problématique principale, c'est une base de qualité, parce que pour pouvoir diffuser de l'information, il faut avoir une base de données de qualité, c'est-à-dire une base de données qui répertorie les adresses e-mail, mais aussi les numéros de portable, idéalement, et les adresses e-mail qui sont idéalement les adresses e-mail qui sont consultées par les professionnels de santé, puisqu'on s'aperçoit que dans beaucoup de bases de données disponibles au ministère, les adresses utilisées sont les adresses mssanté.fr, et beaucoup de professionnels de santé ne sont même pas au courant, hein, qu'ils disposent d'une adresse mssanté.fr, soit qu'ils disposent, soit beaucoup d'entre eux, même s'ils le savent, et ce n'est pas une adresse qu'ils consultent. Donc, pour répondre succinctement à cette question, Catherine, hein, la qualité des bases de données n'a pas permis justement au ministère de diffuser efficacement de l'information. Diffuser de l'information peut passer aussi par des relais, par des partenaires. Quels sont ceux qu'il convient d'associer à cette diffusion de l'information et peut-être ceux qui ont regretté de ne pas l'avoir été? Alors, la base, hein, de la diffusion de l'information, et je ne vais pas faire un cours de com ici, mais c'est déjà de se baser sur un message qui est homogène. Et à partir du moment où le message est homogène, hein, la communication, c'est de la répétition. Donc, on a intérêt à trouver un maximum de relais et de diffuser un message homogène vers les professionnels de santé. Alors, ces relais, évidemment, ils doivent avoir une légitimité auprès des professionnels de santé. Et c'est pour ça, hein, qu'on a proposé dans notre dispositif opérationnel final remis au ministre d'utiliser les ordres, les syndicats,
les sociétés savantes, évidemment, mais également les URPS dans les régions, ainsi que les médias, hein, qui ont des bases de données considérables des professionnels de santé, hein, pas forcément tous les médias, mais certains médias qui font partie de l'intimité du quotidien des professionnels de santé, et aussi, évidemment, les élus. Que peuvent-ils faire, les élus, dans ce contexte? Alors, les élus, pendant nos consultations, je crois qu'ils étaient très contents déjà qu'on s'adresse à eux, puisqu'ils se sont sentis assez oubliés, on va dire, pendant la crise précédente. Et en discutant avec l'association des élus de France, des petites villes, ou alors l'association des maires de France, hein, on est allé interviewer des personnes sur place avec, par exemple, un maire d'une ville de 20 000 habitants, qui nous a dit qu'il était capable de mobiliser tous ses agents municipaux pour faire la tournée des différentes pharmacies de la ville et s'assurer qu'au sein des pharmacies, l'information du ministère avait bien été reçue, comprise, et parce que les pharmaciens, comme vous le savez, hein, sont souvent les premiers professionnels de santé qu'on va consulter, parce que déjà, il y a des pharmacies dans tous les villages de France, à tous les coins de rue, et aussi parce qu'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous avec un pharmacien pour pouvoir s'informer. Donc, le rôle des élus, il est fondamental, et c'est pour ça qu'on a mis les élus au cœur de notre dispositif dans la diffusion de l'information. Alors, tu parlais de la diffusion de l'information de proximité, là, avec les élus. Justement, la prochaine recommandation concerne le dernier kilomètre dans la diffusion de l'information et des formations. Donc, c'est Abdelali qui va nous en parler. Je pense que la mesure que moi je porterai, c'est celle de la logistique du dernier kilomètre. Faire en sorte que l'information puisse être connectée sur le terrain avec les collectivités, les acteurs associatifs qui aujourd'hui font un maillage territorial et local hyper puissant et hyper important. Alors, pourquoi est-il si important de considérer aussi ce dernier kilomètre, comme on l'appelle, et pourquoi le dispositif ne peut pas être considéré de la même façon de Paris au plus petit village de France, par exemple? Alors, on vient de parler des élus. Je pense que le dernier kilomètre, c'est à la fois le travail des élus, mais aussi le travail des associations, que ce soit des associations qui travaillent dans les banlieues de France, comme Abdelali El-Badel, oui, vient de le dire, mais aussi dans les déserts médicaux. Et pourquoi? Parce que dans ces territoires, en fait, la parole du ministre a moins d'impact que la parole d'un responsable d'association qu'on connaît, qu'on respecte, et qui va justement être capable peut-être de décrypter les paroles du ministre et de pouvoir mieux les expliquer au sein d'une communauté. Et donc, on l'a vu en consultant, en interviewant les personnes avec qui Abdelali nous avait mis en relation, que c'était une attente forte et qu'aujourd'hui, ces associations, elles proposent un maillage complet, justement, des banlieues, mais bien au-delà des banlieues aussi. Et oui, et puis tout ce dispositif qui concerne en premier lieu l'information et la formation des professionnels de santé, il vise au final quand même à informer au mieux les patients et à les prendre en charge au mieux, et les patients dans toute leur diversité. D'où l'intérêt aussi de considérer la forme du message au plus près des patients. La recommandation suivante va nous être présentée par Mehdi Benchoufi. La mesure que j'isolerai est la mesure 20 qui consiste à attacher à chacun des éléments avancés par les institutions publiques en termes de formation des niveaux de preuves scientifiques à la manière de ce qui est fait usuellement par la HAS où on grade l'ensemble des assertions scientifiques par un grade A, un grade B, un grade C selon le niveau de confiance, selon le niveau de preuves scientifiques qu'on peut attacher à ces affirmations. Alors ça, c'est un point très important et il y a peu, donc début juin, un rapport de l'Académie de médecine a encore souligné la défiance ou même l'hostilité d'une partie des Français à l'égard des médicaments et des vaccins
qui serait due, selon l'Académie de médecine, à un problème dans l'élaboration et la diffusion de l'information. Et l'Académie pointe la responsabilité des médias, des journalistes, qui donneraient peut-être un peu trop d'importance à des informations non vérifiées qui circulent notamment sur les réseaux sociaux. Et pointe aussi la responsabilité des autorités de santé. Donc, je cite l'Académie de médecine, les messages des autorités sanitaires ont généralement peu d'impact ou restent inaudibles dans la cacophonie des réseaux sociaux et ne sont pas toujours appropriés à la situation, manquant parfois de cohérence. Donc voilà, malheureusement, le constat au 7 juin, il est toujours celui-ci. Alors Julien, est-ce que c'est la façon même d'informer dans un contexte de crise sanitaire, un contexte d'incertitude, qui doit être remise en cause en profondeur? Je crois que ce que dit Mehdi, c'est vraiment le bon sens absolu, puisque aujourd'hui, ces grades sont inculqués à tous les étudiants en médecine et à tous les professionnels de santé. Pour les rappeler, c'est 3 grades. Le grade A, qui est une preuve scientifique établie et incontestable. Le grade B, c'est une présomption scientifique. Et le grade C, c'est un moindre niveau de preuve, généralement basé sur de l'empirique, c'est-à-dire l'observation d'un cas et la généralisation d'un cas à toute une population, ce qui est complètement absurde. Voilà. Et ce que dit Mehdi et ce qu'il propose, c'est de faire une révision d'un côté pour les professionnels de santé, pour que en fait, ça devienne un réflexe quand on présente une information, qu'on soit sur un plateau télé, en radio ou à l'écrit, qu'on puisse tout de suite dire, voilà, ce que je suis en train de vous raconter, c'est basé sur mon observation des deux derniers patients que j'ai vus, ou bien sur une étude clinique, randomisée, en double aveugle, publiée éventuellement. Et je crois que ça change énormément la crédibilité d'un discours. Et ce que propose également Mehdi, c'est de former les journalistes pour leur dire, quand quelqu'un vient déblatérer sur un plateau télé, que le journaliste, ayant été formé, puisse justement demander à la personne sur le plateau de télé, c'est-à-dire sur quel niveau de preuve il s'appuie. Et ça peut changer considérablement les choses, parce que tout à coup, on est dans une position beaucoup plus fragile quand on vient déblatérer des choses qui sont uniquement basées sur de l'empirisme, face à quelqu'un qui se base sur des informations prouvées solidement. Voilà ce que propose Mehdi. Accessoirement, il est aussi possible de sélectionner avec grand soin les experts qui viennent s'exprimer devant les médias. À ce sujet, les professionnels de santé apprennent pendant leur formation initiale ces niveaux de preuve d'information scientifique. Est-ce qu'ils auraient besoin peut-être d'une petite révision de temps en temps pour eux-mêmes être capables d'assimiler correctement les informations et puis de les expliquer aux patients? Je crois que les professionnels de santé, comme tout un chacun, le code de la route, les pilotes d'avion, on a tous besoin à un moment de remettre à niveau nos connaissances, parce qu'on est juste des êtres humains et les professionnels de santé aussi. Donc, une révision régulière serait la bienvenue pour absolument tout le monde, enfin tous les professionnels de santé. Peut-être au rythme de la future certification. Exactement. Tous les 6 ans. Tous les 6 ans. Alors, encore une autre recommandation, voilà, la dernière en vidéo de Julien Delpech, ici présent. Ça arrive. La mesure que j'isole de ce dispositif opérationnel remis à M. Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, c'est la gradation de la diffusion de l'information. Alors le 2. Norbert, on le reverra tout de suite après. Alors, la gradation de la diffusion de l'information, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui parle à absolument tout le monde dans les consultations qu'on a pu mener, c'est le DGS urgent. Les professionnels de santé sont très, très attachés au DGS urgent et historiquement, je parle de l'avant-crise, les messages du DGS urgent étaient ouverts avec des taux d'ouverture extraordinaires parce que justement, ils revêtaient un caractère absolument urgent. Et ce DGS urgent, pendant la crise, a été surutilisé. Pour vous donner des chiffres, 138 DGS urgents envoyés en 2021, déjà 64 en 2022. Donc, quand tout à coup l'urgence devient le quotidien, l'urgence perd sa sanctuarisation. Et donc, quand on parle de gradation de l'information, ce qu'on a proposé à Olivier Véran,
c'est déjà de sanctuariser le DGS urgent pour le sanctuariser au niveau des urgences véritables et de créer un premier niveau d'information qui soit une newsletter quotidienne, puisqu'on sait que c'est fondamental et qu'il y a suffisamment d'informations aujourd'hui dans le monde de la santé pour remplir une newsletter, que cette newsletter elle soit quotidienne, mais aussi discriminante en termes de spécialité et en termes de géographie. On l'a vu dans certains DGS urgents, des informations comme quoi il manquait du curare dans un EHPAD de Saint-Brieuc et que cette information était envoyée également à une infirmière libérale des Alpes-Maritimes. Donc voilà, donc nous, ce qu'on propose, c'est de créer une newsletter qui soit la plus discriminante possible pour aller informer les bons professionnels de santé dans leur zone géographique. Dans un deuxième temps, d'utiliser le DGS urgent à bon escient. Et je crois qu'il y a toute une évolution qui est en train d'avoir lieu au sein du ministère et qui commence à faire déjà évoluer dans le bon sens. Et dernière des choses, c'est d'avoir recours au SMS pour pouvoir informer à la fois les professionnels de santé, mais aussi la population quand le besoin s'en fait ressentir. Oui, mais est-ce qu'envoyer des SMS, c'est légal vraiment? Parce que c'est un peu surprenant de recevoir ce type de message sur son téléphone portable. Alors, c'est parfaitement légal, ça s'appelle la diffusion cellulaire, le cell broadcast. C'est un dispositif européen à laquelle la France a adhéré et ça fait partie d'ailleurs d'un article du Code des postes et télécommunications électroniques. Alors, l'article il s'appelle le D98-8-7 pour ceux qui veulent aller le consulter et qui permet justement au ministère de la Santé et à l'État de manière plus générale de demander aux opérateurs de télécommunications d'envoyer des messages et ça a été utilisé notamment pour inciter les Français à télécharger le dispositif, l'application Tous Anti-Covid par exemple. Voilà, et donc ce n'est pas l'État a priori qui a récupéré des fichiers, l'État n'est pas en possession des numéros de téléphone de chacun d'entre nous, mais l'État peut demander aux opérateurs téléphoniques de diffuser un message auprès de leur base. Ce qui est intéressant, Catherine, c'est que c'est une donnée qui est disponible partout, mais en gros, un SMS est lu par 95% des personnes dans les 5 minutes de réception. Donc, c'est vraiment, quand on a besoin de faire passer une information urgente, le SMS, c'est l'outil le plus approprié. Donc, la prochaine fois que quelqu'un nous dit « je n'ai pas vu ton SMS », a priori, c'est un mensonge. Exactement, a priori. On termine donc de nouveau avec Norbert Nabet qui nous propose sa petite conclusion de la mission avec un résumé de préconisations un petit peu techniques. Alors le deuxième point saillant de ce rapport, c'est l'usage des technologies. C'est qu'on voit bien que pour donner la formation attendue aux différentes personnes, dans les différentes situations, sur les différents points du territoire, mais il va falloir faire l'usage des technologies d'information. On va parler de plateformes, on va parler de communication et de diffusion multicanale et on va parler d'algorithmes de diffusion et de techniques de push pour que les personnes avec le moins d'efforts possible puissent avoir l'information dont ils ont besoin au bon moment et au bon endroit. Alors, Julien, peut-être en d'autres mots ou peut-être en imageant davantage ce qui vient d'être dit, quel dispositif technologique on pourrait imaginer à mettre en place rapidement du coup? Alors, c'est des dispositifs qui ne révèlent pas des rocket science, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. C'est des dispositifs assez simples qui sont basés sur les données qui circulent, sur les gens qui consultent des formations, et également sur le bruissement qu'on est capable aujourd'hui d'obtenir des réseaux sociaux, puisqu'il existe des outils pour justement aller comprendre quels sont les thèmes les plus demandés sur la formation, sur les réseaux sociaux. Donc l'idée qui est proposée au ministre et qui a été répétée par Norbert Nabet, c'est justement à partir des données, de transformer ces données en algorithmes, des algorithmes de push pour aller pousser des formations vers les professionnels de santé. On a parlé de la formation, par exemple, sur les grades de la HAS.
c'est de pouvoir pousser vers les professionnels de santé sur la nouvelle application Tous Anti-Covid qui aura été rebaptisée Tous Professionnels de Santé, de pouvoir proposer un mini-quiz, par exemple, sur les gradations de la HAS. Voilà. C'est tout ça l'idée, c'est de pouvoir essayer de récupérer de l'information, de la traiter et de la transformer en formation adaptée aux besoins des professionnels de santé. Voilà, et c'est là qu'on aborde toute la question de la frontière entre l'information et la formation, et aussi le type de formation qui serait adapté dans ce contexte. Est-ce qu'on peut juste y revenir une minute ? Là, on ne parle pas de modules de plusieurs heures. Voilà. De quoi parle-t-on exactement quand on parle de formation, quand on doit répondre à une urgence sanitaire auprès de publics, de professionnels particuliers ? Alors, je vais prendre un exemple, qui est issu de la vie réelle, qui pourrait arriver en France, mais vous vous souvenez peut-être, mais il y a quelques années de ça, à New York, avait été découverte une souche du virus Ebola. Donc, imaginons une souche du virus Ebola dans une ville française. Il faut être capable, dans le cadre d'une crise ou d'une urgence sanitaire, de répondre à ce besoin dès les premières minutes de la crise. C'est la base de la gestion de crise. Et donc, ce qu'on a proposé au ministre, c'est la création de modules ultra courts, ce que le ministre a appelé les modules flash, qui permettraient, en cas de souche Ebola rencontrée, d'informer toute la population de professionnels de santé de la ville concernée en donnant des premières informations de base. C'est quoi Ebola, quels sont les symptômes? Si je suis face à un patient qui propose ces symptômes, quel doit être mon réflexe? Comment je me protège? Comment je protège le patient? Et d'avoir ces informations immédiatement. Et puis, petit à petit, de pouvoir envoyer des informations de plus en plus élaborées. Mais c'est véritablement ce qu'on a proposé au ministre, c'est la capacité de réaction extrêmement rapide, en mode flash, pour informer les professionnels de santé ultra rapidement et de manière aussi efficace. C'est-à-dire voilà, à travers des modules qui font 3, 5, 7 minutes, donc ce qu'on appelle le micro-learning ou les formations flash, mais au moins pour s'assurer que les professionnels de santé ont la bonne information au bon moment. Voilà, merci. Donc, on a évoqué là quelques-unes des principales recommandations du dispositif, sur les 53 au total. Vous pouvez donc, en cliquant sur le lien qui a été mis dans la conversation, atterrir jusqu'au rapport et le consulter. Un petit sondage, un dernier sondage dans cette session, pour voir si vous êtes optimiste sur le fait que la prochaine fois, lors de la prochaine urgence sanitaire, nous soyons mieux préparés. 2 ans plus tard, pensez-vous que nous sommes davantage prêts à gérer une nouvelle urgence sanitaire? Là, on va arrêter le vote. Et donc, oui, vous êtes majoritairement optimiste, puisque 72% d'entre vous pensent que nous sommes mieux armés aujourd'hui. Nous avons appris, forcément, nous avons appris beaucoup de choses de cet épisode douloureux. Et collectivement, nous nous y prendrons mieux la prochaine fois. Donc, c'est un constat que tu partages, Julien, du coup, même si toutes les recommandations n'ont pas encore été mises en œuvre. Non, mais je crois qu'il y a eu une excellente écoute de la part du ministre. Certaines des recommandations n'étaient pas destinées au ministre, mais plutôt de manière générale. Donc, voilà, la nouvelle ministre en place ou les successeurs pourront venir piocher dans ce rapport pour qu'on soit de plus en plus près. Et surtout, on n'en a pas énormément parlé, mais l'anticipation est fondamentale aujourd'hui. Et plus on anticipe une crise et généralement, plus on est prêt le jour de son arrivée.
Alors, nous avons un commentaire, nous avons quelques minutes devant nous pour répondre à vos éventuelles questions. On a d'abord un commentaire d'une personne qui est du Maroc et qui a mené une enquête auprès de professionnels de santé, plus spécifiquement les infirmiers, et qui nous dit: ce que vous avancez est parfaitement pareil au Maroc. Ce que j'ai ressorti de cette enquête est la formation informelle et que la formation informelle a rendu énormément de services aux professionnels. Je vous félicite pour les recommandations et bon courage pour la suite et la réussite de ces initiatives. Voilà, ça c'est toujours la question de la mise en œuvre effective des mesures dans un contexte politique mouvant notamment. Et donc, effectivement, on espère que des progrès seront menés. Nous avons une question également sur la place de la promotion de la santé pour repousser les crises sanitaires. Vaste question. Alors, peut-être je peux démarrer et puis Catherine, je te laisse compléter, puisqu'on était tous les deux sur toutes les consultations. Je crois que, d'abord, premièrement, la semaine prochaine, sur cette même académie, on a le plaisir d'inviter Aude Niadanu, qui a mené une mission qui lui a été confiée par le même ministre de la Santé, Olivier Véran, sur justement la place de la prévention et notamment la prévention des populations jeunes sur tous les grands sujets de santé. Le rapport que Aude Niadanu et Pauline Martineau ont remis au ministre est véritablement passionnant. Je vous invite à le consulter et à vous enregistrer pour la semaine prochaine. Et surtout, je crois que c'est le dicton, prévoyance et mère de sûreté. Je crois que l'anticipation est fondamentale. Donc, je ne sais pas si Catherine, toi, tu veux rajouter un élément à ça? Oui, on peut parler quand même d'éducation à la santé, parce que là, la question, elle est très vaste. La place de la promotion de la santé pour repousser les crises sanitaires. On peut parler d'éducation à la santé de toute la population. Ce n'était pas l'objet de notre rapport, mais dès l'école et plus tard dans la vie, effectivement, il y a des gestes, il y a des attitudes qui peuvent être enseignées et qui peuvent participer à cette prévention. C'est extrêmement vaste et ça relève de politiques de santé publique. Donc, il faudrait que le ministère se saisisse. On va passer à la question d'après, ça sera beaucoup plus simple. La question d'après, c'est la place de l'industrie pharmaceutique pour informer les professionnels de santé. On ne les a pas cités, les laboratoires pharmaceutiques. Est-ce qu'ils ont une place en tant que relais du dispositif ou d'experts sur certaines questions de santé? Alors, je les ai cités brièvement dans les industriels, dans les relais qui peuvent participer au partage de l'information. Je crois qu'on les a interviewés, on en a interviewé plusieurs, à la fois des labos pharmaceutiques, mais aussi des sociétés des fabricants de dispositifs médicaux. Ce qui est très intéressant chez les industriels, c'est souvent l'organisation des bases de données qu'ils ont dans des thématiques très précises. Voilà, je prends par exemple un industriel pharmaceutique spécialiste de l'asthme va disposer a priori de tous les relais vers les pneumologues, vers les réanimateurs. Donc, c'est intéressant de pouvoir se reposer justement sur ces réseaux-là. Je crois qu'il y a eu énormément de bonne volonté pendant cette crise. Il y a eu énormément de propositions qui ont été faites des industriels de participer à l'effort de guerre, puisque c'était comme ça, c'était son nom à l'époque, à l'effort de guerre. Et donc, absolument, il faut pouvoir utiliser le relais des industriels pour mieux diffuser de l'information, en se basant toujours sur le même principe, c'est qu'à partir du moment où le message est homogène, l'information, la communication, c'est une histoire de répétition. Voilà, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Un gros commentaire qui vient de nous arriver. Le sujet qui doit être débattu, c'est la différence importante qu'il peut y avoir entre une crise sanitaire urgente qui concerne des personnes cibles et non l'ensemble de la population, et une catastrophe sanitaire. Par exemple, une catastrophe sanitaire, cela a été au printemps 2020, suite au confinement généralisé, le non-soin. Il y a eu des retards de soins, des absences de soins, et qui a entraîné la maladie nosocomiale la plus grave du monde dans les EHPAD en France, car on n'a pas soigné les personnes âgées. Voilà, donc ça c'est un petit peu
c'est un petit peu un message d'humeur hein, pour signaler effectivement les retards de soins et les carences qu'il y a pu y avoir dans l'organisation, surtout au début de la crise sanitaire. Et là, on touche à l'organisation des soins. Et c'est pareil un petit peu, sans doute, que nos institutions ont peut-être été un peu prises au dépourvu aussi en matière d'organisation, surtout au début de la crise sanitaire. Il y a des cabinets, on a demandé aux cabinets de paramédicaux de fermer leurs portes, par exemple. Et ces professionnels-là, pendant quelques semaines, se sont trouvés inoccupés et ne sachant pas comment réagir. Il y a eu un petit peu de désordre au début, c'est très clair. Ouais, après, je pense que c'est toujours effectivement, entre guillemets, simple de rejouer le match 2 ans après. Mais je crois qu'au moment du premier confinement, on ne savait pas du tout vers quoi on allait et que les décisions qui ont été prises ont été des décisions de prudence. Voilà. Est-ce qu'on referait les mêmes choses aujourd'hui? Pas forcément. Voilà. Mais je crois qu'à l'époque, voilà, ça a été une décision quasiment mondiale hein, de confinement général dans les pays qui étaient extrêmement touchés. Voilà, donc je crois que ça fait partie des enseignements de cette crise et qu'on voudrait justement éviter. C'est pour ça que le ministre nous avait demandé cette mission. C'est très, très bien d'en reparler aujourd'hui, 1 an après le début de la mission, puisque nous ne sommes pas sortis de cette crise-là et qu'il y en aura malheureusement d'autres, c'est fort probable. Merci Julien. Merci Catherine. Merci à tous les participants. Je vous rappelle, la semaine prochaine, la mission qui a été coordonnée par Aude Niadanu et Pauline Martineau hein, sera à nos places pour justement vous parler de prévention, hein, de politique de prévention, notamment auprès des publics jeunes et de prévention de la santé. Comment parler santé auprès des jeunes populations. Le rapport était passionnant et je ne doute pas qu'Aude sera à son tour passionnante jeudi prochain à midi. À très bientôt et bon appétit à tout le monde. Bon appétit à toutes et à tous. Merci Catherine. Merci infiniment à Sandrine et Céline hein, qui sont derrière les magnétos, comme on disait sur Canal+ à l'époque, hein, et qui font tous les jeudis midi de cette académie un véritable succès.